Ravi de vous retrouver sur Digital Congo pour un nouveau numéro de votre magazine La Semaine en 45 minutes, l'émission débat sur Digital. À la une de l'actualité, le chef de l'État poursuit son séjour de travail à Bruxelles en Belgique. Sur place, le chef de l'État a rencontré différentes personnalités, les hommes d'affaires belges et même la diaspora congolaise. L'affaire 15 millions, on en reparle, elle est loin de finir. Le CLC sort de son silence et demande la suspension à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le présumé détournement des 15 millions. Et pendant ces temps, le procureur général de la République demande à l'opinion nationale et internationale de s'abstenir de toute déclaration concernant cette affaire. Et enfin, l'Assemblée nationale a ouvert la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, et ça sera l'épreuve de feu pour le gouvernement Ilunga Ilunkamba qui devrait présenter un budget à la hauteur de toutes les promesses. Et avec moi sur ce plateau pour faire le débrief de l'actualité, Maître Thierry Lubemba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes de la coalition Cash. Et Maître Hervé Diakessé, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la société civile. Absolument. Avec vous, on va devoir décrypter l'actualité de la semaine. Je vous en parlais au début, le chef de l'État poursuit son séjour de travail en Belgique. Il a rencontré différentes personnalités, les hommes d'affaires belges et même la diaspora congolaise. Alors, Maître Diakessé, est-ce qu'on peut dire que la RDC redevient un pays fréquentable ? Je pense que c'est déjà un bon début. Il faut reconnaître que nous sortons des lois. Contrairement à son prédécesseur, qui s'était retrouvé dans une logique d'isolement et presque d'absence d'alliés. Surtout dans le monde occidental, on sent un début d'ouverture. Mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se limiter juste par les poignées de main, les sourires et les visites dans les palais. Le concret, c'est qu'il faut créer un cadre susceptible de permettre à des investisseurs de revenir au Congo, qui rendent notre pays fréquentable. Mais pour cela, il faut rassurer. Et notre pays n'y rassure pas. Il faut rassurer d'abord dans l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Il faut rassurer dans le fait qu'on n'ait pas une administration tracassière qui étouffe les initiatives. Il faut améliorer les climats des affaires au-delà des slogans. Et aussi, il faut éviter soi-même de s'illustrer dans des scandales de détournement de fonds et dans une inertie dans la sanction. Et je pense aussi, il y a un élément par contre sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est qu'il faut aussi permettre l'émergence d'une classe moyenne congolaise, mais aussi des hommes d'affaires congolais conquérants qui puissent aussi prendre en main l'économie de notre pays. J'étais au Makutano lorsque le chef de l'État a fait un discours bilan pour comprendre qu'en réalité, 90% de notre économie est détenue par des expatriés. C'est un problème en termes aujourd'hui d'un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance et qui n'a pas encore la maîtrise des leviers économiques. D'où sa promesse justement de créer les millionnaires congolais. Alors il faut les créer, je l'espère, davantage dans le domaine de l'investissement plutôt que dans le domaine de la dilapidation des deniers publics. Parce que pour le moment, lorsqu'on entend des millionnaires, par exemple dans les 15 millions, on ne les entend pas au niveau de l'émergence. Maître, on aura le temps de parler de 15 millions. Je vous en prie. Voilà, Maître Thierry Lubemba, comment expliquer le volte-face de la Belgique, des autorités belges? On se rappellera que dès la proclamation des résultats, la Belgique était parmi les pays qui avaient contesté ces résultats. Et aujourd'hui, c'est un accueil plus que chaleureux qui a été réservé au chef de l'État. Merci, madame. Vous savez, la Belgique n'a fait que comprendre la vérité. La Belgique avait été emballée par la fondation Kofi Annan, on le sait tous. Il n'y a pas que la Belgique, il y a eu aussi la France. Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits sur les élections de 2018. Je pense que ce qui vient de se passer aujourd'hui en Belgique a démontré que la vérité des urnes que tous les Européens recherchaient a été retrouvée le jour où le chef de l'État a atterri sur le sol belge. Et au-delà de ça, son voyage n'a pas été juste un voyage amical ou un voyage des accolades, mais c'est un voyage prometteur, un voyage qui ramène encore l'espoir au peuple congolais. Je vous rappelle, madame, que le dernier voyage d'un chef d'État congolais
en Belgique date de 2007, si je ne m'abuse pas. Alors, personne n'ignore que les relations entre les deux pays n'étaient pas au bon fixe. Et il était du devoir du numéro 1 de la République démocratique du Congo de renouer, de réchauffer ces relations. Plusieurs accords ont été signés. Il est même passé dans le Centre mondial du diamant. Je pense qu'il y aura des effets positifs dans les jours qui viennent avec la relance de l'AMIBA. Et il était devant le patronat belge. Je pense que les contacts ont été pris avec notre FEC. Et ça va faire en sorte que les affaires puissent bien se dérouler en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, parce que les confrères ont parlé de l'émergence de la classe moyenne, je vous dis que le chef de l'État y travaille. Nul n'ignore que l'économie congolaise est effectivement à plus ou moins 80% entre les mains des étrangers. C'est une situation que nous avons trouvée. C'est une situation que nous avons héritée et nous devons y travailler sévèrement. Il est vrai qu'il y a eu des problèmes dans la gestion des finances publiques. C'est ce qui fait aussi à ce que beaucoup d'étrangers qui viennent investir ici chez nous sont aussi impliqués dans le découlage des recettes, sont aussi impliqués dans beaucoup de choses. Alors, nous allons nous mettre pour que la classe moyenne congolaise puisse émerger, madame. Voilà, vous avez parlé des réchauffements des relations entre la Belgique et la RDC. Maître Dakissé, vous l'avez dit tout à l'heure, le prédécesseur de Tshisekedi était dans la logique de l'isolement, mais il était contraint aussi. À un moment, quand il sentait que la souveraineté du pays était menacée, alors il s'est imposé. Bon, c'est peut-être ça aussi. Bon, justement, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, j'ai entendu mon distingué confrère faire allusion à la vérité des urnes que les Belges viennent de reconnaître, etc. Je pense que le débat est dépassé d'une part, et puis c'est un peu paradoxal. D'un côté, on traite la Belgique, les autres d'impérialistes, des gens qui s'immiscent dans les affaires du pays. Et puis quand on va là-bas, on dit, vous savez, comme ils nous ont reçus, donc ils ont reconnu la vérité. Là, ou bien vous avez la vérité et c'est bon. Vous n'avez pas besoin des Belges pour reconnaître la vérité. Ce débat était déjà dépassé. Les gens sont allés à la Cour constitutionnelle, il y a eu les résultats. Maintenant, on fait avec et on avance. Donc ce n'est pas le fait que les Belges vous reçoivent ou ne vous reçoivent pas. Ça crée un peu un climat paradoxal. Heureusement que lui-même, Félix Tshisekedi, a vécu en exil en Belgique, donc on sait la symbolique qu'une telle visite pour lui représente. C'est un pays qui les a accueillis en exil, qui a accueilli son père, qui a hébergé les corps de son père jusqu'au rapatriement, donc il y a un poids symbolique, psychologique important. Mais ça n'a pas, ces questions de vérité des urnes, à un moment donné, ce n'est plus ça. On attend plutôt la vérité des 15 millions de dollars et le fonctionnement. Mais cette question de souveraineté a toujours été, à mon sens, très mal interprétée. La souveraineté, c'est notre capacité à nous déterminer et à fonctionner par rapport à nos lois. Mais nous sommes une entité à l'intérieur d'un système. Nous avons signé des conventions internationales et nous sommes tenus de respecter nos propres textes. Lorsqu'à un moment donné, on sent que vous ne voulez pas organiser des élections, le monde peut s'élever et vous dire il y a un problème, respectez vos propres lois. Lorsque vous commencez à vous illustrer dans des violations massives des droits de l'homme, dans des répressions systématiques des opinions contraires, le monde entier s'élève. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand les gens fuient l'Afrique pour aller vers des cieux meilleurs, c'est en Europe qu'ils vont. Ça pose problème. Si nos populations s'enfuient parce que nous avons un leadership défaillant, nous n'avons pas une redistribution des richesses équitable, nous avons une politique de répression et d'impunité, forcément les gens s'émeuvent. Lorsque, à un moment donné, même vos voisins ont l'habitude de maltraiter les enfants et les enfants viennent chez vous, vous pouvez être en droit de commencer à poser des questions parce que ça commence aussi à vous perturber. Donc, je pense qu'en ce niveau-là était le problème. Mais que quand il s'agit de nos recettes, quand il s'agit de nos ressources, quand c'est de la défense de nos intérêts stratégiques, bien entendu, nous n'attendons pas d'un chef de l'État qui soit aligné totalement par les doigts sur la couture du pantalon pour respecter toutes les injonctions occidentales. Merci, Maître Dakissé. À côté de l'accueil chaleureux, on a vu aussi les combattants qui ont manifesté contre l'arrivée de Félix Tshisekedi, surtout la bande de Boketchou. Oui, madame, je voulais revenir sur un élément. Je suis content que les confrères aient compris que la question de la vérité des urnes est déjà dépassée, comme l'a compris les Belges et les Français. Je pense que c'est mieux même ces combattants de la Mouka qui s'entêtent encore, qui ont même essayé de marcher. Vous avez vu, on n'a même pas compté une centaine. Lui-même, leur leader, a essayé d'organiser quelque chose à Kinshasa, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que cette histoire de vérité des urnes est déjà totalement dépassée. Et chacun de nous regarde vers l'avenir. Mais focalisons-nous sur l'accueil. Pourquoi la diaspora congolaise a accepté de grand cœur Félix Tshisekedi?
c'est parce qu'ils ont compris qu'il est porteur de l'espoir. C'est parce que cette diaspora a compris que juste dans les 8 premiers mois, il a fait des choses remarquables. Les confrères ont souligné la gratuité de l'enseignement primaire. Madame, ça c'est extraordinaire. Qui est en train de battre de l'aile. Vous pouvez vous imaginer, madame, vous pouvez vous imaginer que dans les 8 mois, que nous puissions vivre la réalité de l'article 43 de notre Constitution. Ça c'est vraiment intéressant. Pendant que nous avons vécu 32 ans, nous avons vécu 18 ans, les parents ont continué à souffrir. Il faut avoir 5, 6, 8 enfants à scolariser pour comprendre le poids de la scolarité au Congo. Mais aujourd'hui, on peut se réveiller le matin, juste apprêter ses enfants, les amener à l'école, sans même réfléchir aux frais. Ça c'est extraordinaire. Et ça, c'est inoubliable. Et même si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir aujourd'hui, le chef de l'État qui viendra ne pourra pas changer cette histoire. C'est pourquoi nous l'encourageons à aller toujours de l'avant. Il l'a dit, il ne s'arrête pas à l'école primaire, mais il a une vision. Il faut qu'il n'y ait plus des illettrés au Congo. Et ça, c'est possible. Nous voyons dans la rue, nous voyons les enfants de la rue, nous voyons les enfants qu'on acquise aujourd'hui sorciers, juste parce qu'on manque de moyens pour les scolariser, pour les encadrer. Mais avec lui, au moins, nous avons l'espoir que ça va marcher. C'est pourquoi la diaspora a compris que ça ne sert à rien de rester dans l'opposition inutile. Ça ne sert à rien de créer des conflits qui n'avancent pas les pays. Acceptons les fils du pays, soutenons-le. Et il leur a dit aussi que même si vous pensez que vous devez encore rester en Belgique, mais pensez un jour à rentrer dans votre pays. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Que cette diaspora-là comprenne déjà que c'est le temps d'organiser des projets, de rentrer au pays, de soutenir le pouvoir en place, de travailler pour le Congo. C'est ce qui est important. Le reste du groupe, encore des dissidents, des groupes de la Mouka qui sont encore aveuglés, c'est un cadet des soucis. Parce qu'on comprend que dans un pays, la démocratie veut dire aussi l'opposition. Qu'il fasse une opposition républicaine, comme l'avait d'ailleurs dit un des cadres de la Mouka, Katumbi, une opposition républicaine, c'est mieux, ça va nous permettre de mieux travailler davantage. Merci, mais une opposition à la rébellion, comme nous le voyons, c'est vraiment à ne pas encourager, madame. Voilà. On va revenir au discours du chef de l'État en Belgique. Il dit que la Belgique, c'est mon autre Congo. C'est le prolongement du Congo. C'est un peu nostalgique par rapport au passé colonial ou c'est juste une opération de charme? Non, je pense qu'il était sincère. Il a vécu la base. Son père s'est fait soigner. Son père a été... la dépouille de son père y a été conservée. Donc, je pense sincèrement qu'il pesait ses propos, puisque c'est une réalité. La Belgique fait partie intégrante du parcours personnel. Mais là, il faut toujours distinguer... Mais ne parle pas comme individu. Il faut distinguer l'institution président de la République de Félix Tshisekedi. Oui. Et qu'à un moment donné, le pathos, l'émotionnel, qui fait partie intégrante de l'être humain et du personnage chaleureux qu'il est, parle. Il parle de cela. Mais nous, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la diversification des partenariats. Nous n'allons pas seulement... voilà, j'ai par exemple suivi une mesure qui veut examiner la possibilité d'accorder des visas aux Belges à l'aéroport, automatiquement. Mais la réciprocité ne s'apprécie pas encore. Mais pour des raisons évidentes. Hein. Nous, si nous partons, nous allons immigrer. Ça aussi, c'est évident, on ne peut pas. Alors que ceux qui viendront, on présume qu'ils viennent pour des raisons d'investissement et qu'il faut contourner peut-être... il faut un peu écarter ces questions des tracasseries, souvent au niveau des ambassades. Alors, nous ne pouvons pas non plus faire table rase du passé colonial que nous avons eu avec la Belgique. Et il y a certainement beaucoup à redire. Mais c'est un pays avec qui nous avons une histoire commune. C'est un fait, que nous ne le voulions ou pas. On est liés. On est liés par ça. Donc, dans son discours, c'est cela. Mais il faut comprendre que... De quelle Belgique nous parlons? C'est plus la Belgique des années 60, etc. C'est des générations des gens qui peut-être n'ont même jamais eu, surtout ceux qui dirigent aujourd'hui, des membres de famille qui ont eu à vivre dans notre pays. Okay? Aujourd'hui, le monde ne fonctionne plus avec l'émotionnel.
évoqué, qu'est-ce que nous avons comme apport, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi nous présenter comme partenariat, et nous avançons. Et il faut multiplier les partenaires, ce n'est pas les belles photos qui feront que les investisseurs viendront. Merci Maître Diakité. Alors, Maître Lubemba, il donne les assurances à la Fédération des entreprises belges par rapport à l'amélioration du climat des affaires et même par rapport à la situation sécuritaire. Est-ce que ça va être facile pour lui de tenir toutes ces promesses? Bien sûr, madame. Vous savez, quand il vous dit d'abord que la Belgique, c'est notre Congo, ça fait partie de notre passé. Un Congolais ne peut pas vivre sans penser à la Belgique et vice-versa. Donc, le Belge pense aux Congolais, les Congolais aussi pensent aux Belges. C'est vraiment inné, c'est pas pour que nous les appelons les oncles. Nous avons un passé commun. Donc, on a beaucoup de choses en commun, on a beaucoup de choses que nous partageons. D'ailleurs, quand vous êtes en Belgique, vous allez sentir que c'est vraiment la culture congolaise qui sévit là, par rapport à d'autres pays. Hier, quand vous les traitiez d'impérialistes. Nous n'avons jamais traité la Belgique d'impérialiste, seulement que nous avons toujours haussé les tons quand nous comprenons que l'immixtion dépasse les lignes rouges. C'est ça, et c'est de notre droit de défendre la souveraineté de notre pays. Oui, maintenant que à un moment donné, un accueil royal, alors ce sont des amis. Ce n'est pas l'accueil qui influe sur nos positions. Okay. C'est parce que nous avons beaucoup à donner à la Belgique. Et vous le savez bien que la Belgique a été construite grâce à la RDC. Et personne ne l'ignore. Et le Congo a beaucoup donné à la Belgique. C'est pourquoi maintenant on parle avec l'alternance, je pense que les Belges seront obligés cette fois-ci de respecter les Congolais. D'ailleurs, le chef d'État l'a dit. Il y aura la diversification des partenariats. Il n'y a pas que la Belgique, il y a la Chine, et il y a d'autres pays. Nous sommes libres de souscrire avec qui nous voulons. Donc nous ne sommes pas des marionnettes. Pour nous vous, ce premier voyage officiel de Félix Tshisekedi en Belgique, c'est bon, il n'y a plus rien à prouver. Non, mais c'est une réussite totale. En fait c'est un chef de l'État qui est reçu en pompe, non seulement parce que il est l'acteur majeur et principal de l'alternance, pour laquelle d'ailleurs les Belges avaient aussi haussé les tons à un moment donné. On les a taxés de tous les mots par nos amis qui étaient aux affaires la fois passée. Et le fait qu'il est artisan de cette alternance, les Belges se retrouvent dans cette alternance. Mais la démocratie peut aussi être copiée ailleurs. Parce que si aujourd'hui nous parlons de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça n'a pas été l'initiative des Congolais. Nous avons juste adhéré à cette déclaration. Si aujourd'hui, nous voulons imbiber un modèle d'état de droit, ça ne sera pas une invention congolaise. Nous pouvons aussi copier ailleurs. Chez les impérialistes. Ce ne sont pas les impérialistes, mais ce sont nos collaborateurs, ce sont nos partenaires. Nous sommes gagnants que lui avait formés. Maître Lubemba, que pensez-vous de la démarche du CLC? Madame, je vais y arriver. Je vais seulement d'abord relever un fait que Vital Kamerhe est en train de subir aujourd'hui l'acharnement des gens qui ont commencé à les combattre depuis la nuit des temps. Il n'y est pour rien. Mais le CLC, moi je suis étonné qu'on crie état de droit, mais on ne veut pas respecter les principes d'un état de droit. Imaginez-vous une affaire qui est entre les mains de la justice de mon pays, mais moi je me réveille le matin, je mets un point de vue, je trouve que non, du fait que un monsieur a été cité, et d'ailleurs d'une manière très légère, sans preuve, sans quoi. Non, pour moi, avant même qu'il y ait des conclusions sérieuses de la justice, je demande qu'il puisse démissionner. Je demande qu'il puisse être suspendu. Ça, c'est irresponsable. Merci, Maître Lubemba. Et puis, madame, je tiens encore à préciser que cette organisation n'est qu'une organisation fait privée. Ça n'a rien à voir avec le cas congolais. On comprend que c'est en dehors des institutions. Oui, mais ils ont quand même le droit de mettre un avis sur un sujet qui concerne la nation. Respectons les institutions. Ça signifie quoi? Respectons la justice, qu'elle fasse son travail en toute indépendance. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, qu'il ne veut pas d'une justice faite à la présidente de la République, ni faite par le président de la République. Il n'est pas un dictateur. La justice qui est indépendante va nous dire demain si telle ou telle autre personne a été impliquée dans ce détournement et que nous attendons si réellement il y a eu détournement. Maître Diakité, vous pensez que la démarche du CLC va aboutir parce que les personnes indexées jouissent jusque-là de la présomption d'innocence? Madame, c'est vraiment important que nous remettions les pendules à l'heure. Le CLC n'est ni pour ni contre un quelconque individu. La simple lecture de leur communiqué nous aurait permis de constater quelques évidences. Le CLC estime qu'il y a un scandale de trop.
depuis un certain temps, notre pays s'est inscrit dans une accumulation des scandales et dans la banalisation des actes de prédation. Il a notamment, pas depuis que nous sommes là. S'il vous plaît, maître. Il a notamment cité, il n'y a pas tellement longtemps, nous avions eu, par exemple, les élections des sénateurs, oui, qui ont amené le chef de l'État à faire injonction à la justice de mener des investigations. Il a même reporté la publication des résultats définitifs. Il paraît qu'un rapport est sorti qu'on n'a jamais vu jusqu'aujourd'hui. Corruption, dénoncée par les sénateurs, dénoncée par la coalition Cash, puisqu'on a même vu des militants de l'UDPS dans la rue. Grand scandale. Par après, la Cour constitutionnelle elle-même se retrouve dans une situation d'invalidation, révalidation, convoquée par les chefs de l'État, qui constatent ces scandales, qui demandent même qu'on crée une chambre extraordinaire en toute violation des lois organisant cette Cour constitutionnelle. Scandale. Et comme tout cela ne suffisait pas, 15 millions de dollars. On ne parle même pas des marchés de gré. Personne ne parle de Vital Kamerhe dans le communiqué du CLC. Qu'est-ce que le CLC dit? Le CLC constate que toutes les promesses d'enquête dites indépendantes ont été juste une manœuvre pour étouffer, classer et bloquer les dossiers. Donc maintenant, il est temps que tous les Congolais épris de justice, de bonne gouvernance, se lèvent et disent qu'ils sont en désaccord avec cette manière de travailler, parce que ce n'est pas conforme à l'état des droits. C'est que même le chef de l'État soutient. Le CLC dit, qu'on laisse la justice faire son travail, mais une justice indépendante, pas une justice aux ordres, pas une justice étouffoire, pas une justice qui va juste un certain temps faire semblant de fonctionner, et puis après un discours qui épouse aussi le point de vue du président de la République. Et voilà, alors qu'est-ce que le CLC propose? Il dit, toutes les personnalités citées dans le rapport de l'IGF devraient, à titre conservatoire, c'est démettre de leurs fonctions. Mais qui sont ces personnes? Mais on les voit aussi sous d'autres cieux quand il y a des soupçons. Qui sont ces chers confrères, on se calme, je vous ai laissé parler. Je sais que vous êtes comme maintenant une grenouille dans les bénitiers, vous vous agitez. C'est de la diversion. Calme, on nous dit, lorsque les personnes sont citées, nous avons eu dans le temps, dans l'affaire des millions de dollars des recouvrements SNEL au cabinet de Joseph Kabila, dans les schémas 1+4, certaines personnalités présumées innocentes. Moi, je suis d'accord avec vous dans la présomption de... Bon, mais c'est toujours ça, dans les mêmes fonctions, mais ça demande... C'est souvent une question de probité et d'intégrité. On s'est dit, ok, les CLC recommandent, et contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas forcément la personne de Vital Kamerhe qui est visée. Il y a l'enquête de l'IGF a cité un ensemble de personnalités qui sont dans cette affaire. Mais non, l'IGF a produit une enquête dont les résultats sont publics, ok? Mais on vous dit, s'il ne veut pas démissionner, c'est son affaire, mais nous parlons, les résultats de l'IGF sont connus, et voilà. Mais en tout cas publiés. Maintenant, ils sont publiés et nous avons accédé à cela. La preuve en est que, quand madame vous a parlé du communiqué du CLC, elle n'a pas cité les noms. Pourquoi directement vous avez dit que c'est Vital Kamerhe? Parce que vous avez lu ces résultats d'enquête. Bon, donc, pourquoi c'est seulement lui? Or, lui est intervenu dans les médias. Dans les médias, notamment sur Jeune Afrique, il a dit qu'il avait mis fin à cette enquête. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il y avait rébellion administrative. Ce qui peut démontrer que du fait des fonctions et du rang de certaines personnalités concernées par cette enquête, ils peuvent des fois entraver le fonctionnement de la justice. Raison pour laquelle le CLC estime c'est mieux que ces personnalités, pendant que l'enquête est en train de se dérouler, c'est d'émettre de leurs fonctions. Non pas parce qu'on leur en veut, mais pour permettre à la justice, justement comme le chef de l'État le veut, de faire sereinement son travail. En toute indépendance. Et si elle le fait rapidement, ça va même disculper certaines personnalités qui n'y sont pour rien et qui peuvent reprendre leurs activités. Enfin, le CLC dit aussi une chose qui est importante. Tout ce que nous avons comme problème, que ce soit les 15 millions, que ce soit les autres scandales, est dû à une chose, à l'incurie de notre système judiciaire. Et la plus haute institution judiciaire de notre pays étant la Cour constitutionnelle, parce que le président de la Cour constitutionnelle est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature, avec tout ce qui s'est passé, cette institution et ses autorités
aussi devraient se démettre de leurs fonctions pour être remplacés par d'autres structures, par d'autres personnalités du monde judiciaire qui pourront reprendre les relais, afin que cela soit aussi un message à envoyer à toute la chaîne judiciaire pour que cesse la lutte contre l'impunité. Donc ces messages ne s'adressent pas à un individu en particulier. Et contrairement à ce que vous prétendez, Vital Kamerhe est un fervent soutien du CLC parce qu'il avait participé à toutes les marches du CLC, vous le savez. Et en ce moment-là, vous ne disiez pas que c'était une officine privée, non organisée, non reconnue par l'État congolais. Ce qui est faux parce que le CLC a son acte de reconnaissance. Voilà, puisqu'on parle de Vital Kamerhe, c'est la principale personne mise en cause dans cette affaire, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce qu'il sera facile de les bousculer sans pour autant mettre en mal l'alliance UDPS-UNC? Bon, c'est là où, par contre, je serai d'accord avec mon confrère, nous entrons dans le domaine de la spéculation. Franchement, je ne sais pas. Je préfère vraiment les dire. Moi, je reste sur les plans de principe et sur les plans du message que le CLC envoie. Les messages que le CLC envoie, il faut vraiment que ce soit très clair. Ce n'est pas un message contre Vital Kamerhe. Ça, c'est ramener vraiment les CLC à un niveau qui n'est pas le sien. Les CLC, c'est toujours battu pour des valeurs. La preuve, c'est qu'il prône ici de combattre la corruption, les détournements, la gabegie. Ça nous concerne tous. Parce que ces 15 millions, ils nous appartiennent. À nous tous qui sommes dans les studios et à tous ceux qui nous suivent en ce moment-là dans le monde. C'est notre patrimoine. Alors, maintenant, est-ce que ce sera facile ou pas? Je pense que quand on a un ami, un allié avec qui on a combattu, dans la vie, c'est toujours très difficile. Mais à un moment donné, nous sommes tous au service de l'État congolais et de son peuple. Et qu'aucune relation privée ou affective soit-elle ne peut prévaloir par rapport aux intérêts de l'État congolais. Mais je précise, et je suis d'accord avec mon confrère, même toutes les personnes citées dans ce rapport sont présumées innocentes. Oui, oui. Donc la demande n'est pas qu'on les culpabilise, la demande est que de permettre à la justice de bien faire son travail, et plus vite ce sera fait, mieux ça vaudra pour tout le monde. Merci maître. Maître Thierry Lubemba, il y a la correspondance du procureur général de la République qui s'adresse à l'opinion nationale et internationale. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé des destinataires? Madame, d'abord il faut relever une chose. Je tiens à préciser à mon estimé confrère que l'inspection générale des finances n'a pas publié les résultats de son enquête. Je m'imagine que... Mais en tout cas, on a lu ce rapport-là. Ce rapport n'a pas été officiellement publié par l'UGF. En tout cas, si vous l'avez lu d'une manière officieuse, peut-être avec encore excès de spéculation, je vous le concède. Mais ce rapport n'a pas été publié officiellement. Par contre... C'est le rapport de Bombo. Il est là, mais il n'est pas là. Par contre, ce rapport a été remis au procureur général près la Cour de cassation, qui doit poursuivre l'enquête. Je tiens encore à rappeler qu'une enquête qui est secrète ne peut pas être publiée comme ça, parce que nous sommes régis par des principes, nous sommes régis par des normes. Si aujourd'hui, nous rentrons dans la spéculation, qu'il y a des noms qui ont été cités. Mais Vital Kamerhe l'a dit sur Jeune Afrique. Est-ce que je peux terminer? Oui, pour dire. Mais pourquoi chaque fois que la lumière est en train d'arriver, il y a l'obscurité? Non, là c'est l'obscurité de l'animation. Laissez-nous allez-y, maître. Terminer. Alors, je suis en train de dire ceci. Madame, parce que l'enquête est secrète, moi je dis, tous les noms que nous entendons, tous ces gens qui sont cités par la rue, par la spéculation, d'abord sont présumés innocents, et puis rien ne nous démontre, rien ne nous prouve que ces gens sont réellement impliqués dans cette affaire. Oui. C'est pourquoi, moi je me dis, aujourd'hui, on ne peut pas s'hasarder à continuer à s'acharner sur des personnes, ni à citer de nom des personnes. Moi je me dis, il est temps pour nous Congolais d'observer nos principes, notre droit, vers ce que quand l'enquête est au niveau préjuridictionnel, que nous ne puissions pas commenter cette enquête. Là, vous relayez les propos du PGR. Bien sûr que madame, le PGR n'a fait que rappeler les principes qui régissent notre droit pénal. Est-ce qu'on peut interdire à l'opinion de mettre son madame, notre droit pénal nous interdit, notre droit pénal nous interdit de mettre un avis sur une enquête préjuridictionnelle qui n'est pas encore clôturée, madame. Et d'ailleurs, le risque c'est quoi? Le risque c'est que nous risquons d'influencer cette enquête. C'est ce que d'ailleurs les chefs de l'État refusent. Parce que plus
nous allons dans la spéculation. Plus nous citons des noms de gens, plus nous pouvons aussi, de manière ou d'une autre, influer sur cette enquête. Voilà comment, madame, je termine. Voilà comment les laïcs catholiques se sont trompés. Ils se sont fiés à la spéculation. Ils se sont fiés à des rapports que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Ils se sont fiés sur des noms cités peut-être par des gens qui veulent régler les comptes à l'un ou à l'autre. Ils se demandent aujourd'hui la suspension de l'un ou de l'autre. Et quand vous regardez très bien ces communiqués, madame, vous allez constater qu'ils se focalisent sur la personne du DIRCAB, le chef de l'État. En tout cas, ils ne l'ont pas cité, hein? Ils ne l'ont pas cité, madame, mais nous sommes politiques. Je crois que qui se sent morveux, c'est mouche. Hein? Nous sommes politiques. Merci, maître Thierry. Il y a quelque chose que... Juste une minute. Mais vraiment, on court derrière les temps. Oui. Madame, je viens de le dire, quand la lumière arrive, mais on attend cette lumière-là, ça traîne quand même. La lumière ne traîne pas, madame. Oui, je tiens à rappeler, et aux téléspectateurs, et à ceux-là qui sont dans la spéculation, qui nous a interdit, dans une enquête présomptionnelle pénale, de mettre des points de vue et de continuer, même jusqu'à là, à demander la suspension. C'est une erreur grave. Merci pour la lumière. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est l'obscurité. La lumière, maintenant, va luire dans les ténèbres. La première chose, c'est que les secrets de l'instruction ne s'opposent qu'aux magistrats instructeurs, aux avocats qui sont en train de prendre part aux investigations. Ce n'est pas... Non, mais vous voyez encore que l'obscurité va surgir. Sous réserve du respect de la présomption d'innocence, ça fait partie de notre liberté d'expression et d'opinion d'avoir un point de vue sur ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas un tribunal, nous ne déclarons pas qui est coupable et qui ne l'est pas. Mais nous avons le droit de réfléchir, de penser, de dénoncer et d'exiger justement que la lumière soit faite sur cette enquête. C'est ce que le CLC est en train d'exiger. Et il continuera de l'exiger. Oui, bien sûr, les citoyens congolais ont le droit de dire que pour que la lumière soit faite dans une investigation, il est important que les personnalités citées, d'abord pour leur honneur, mais aussi pour garantir l'indépendance de la justice, qu'ils puissent se mettre à l'écart. Lorsque vous citez une personnalité comme les directeurs de cabinet du chef de l'État, qui lui-même, à un moment donné, estime qu'il a dû mettre fin ou ordonner la cessation d'une enquête parce qu'il considérait qu'il y avait rébellion administrative, on peut bien se dire qu'à un moment donné, une personnalité placée à un certain niveau peut entraver le déroulement d'une investigation lorsqu'elle se retrouve concernée par un conflit d'intérêts. Mais très bien, mais par rapport à cela, il y a... Mais aujourd'hui, l'enquête est devant le parquet général près la Cour de cassation. Et aujourd'hui, dans ces scandales qui s'accumulent à d'autres scandales qui ont démontré que la justice congolaise est dans une situation de faillite caractérisée, chose que vous ne pourrez pas contredire, ou en tout cas au risque d'amener encore l'obscurité dans une situation où tout le monde va voir la lumière, il est tout à fait normal d'exiger que les personnes impliqués dans une procédure se mettent à l'écart pour permettre à la justice de bien faire son travail. Donc, non, c'est l'opinion du peuple congolais. C'est l'opinion du peuple congolais. Qui est censé prendre des mesures conservatoires, confrère. Mais justement... Un magistrat instructeur est libre. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut se dire, je peux prendre des mesures conservatoires. Pourrais-je récupérer mes minutes? Mais nous avons... Mais les magistrats mènent ces investigations. Nous sommes les souverains primaires et nous voulons savoir ce qu'on a fait de nos 15 millions et nous l'exigerons jusqu'au bout. À travers la justice de notre À travers la justice qui respecte les règles de son indépendance. Et si cette justice n'est pas indépendante, nous allons exiger qu'elle soit dégagée pour être remplacée par des magistrats indépendants. On va prendre les tout derniers dossiers. Il nous reste plus que 5 minutes. On va chuter par l'Assemblée nationale qui a ouvert le lundi dernier sa session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, et ça sera d'ailleurs la première épreuve de fait pour le gouvernement Ilunkamba qui devrait présenter un budget à la hauteur des promesses. Déjà, le président du Sénat était ferme, hein, il ne va pas cautionner un budget modique, Maître Diakessé. Bon, vous savez, le budget, c'est d'abord quoi? En réalité, pour être très sommaire, un budget, c'est la déclaration d'intention de l'État pour dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Puisqu'au moment où l'État élabore un budget, il ne l'a pas, il n'est pas censé les avoir. C'est la manière de mobiliser les recettes qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Alors, j'ai suivi les discours du président du Sénat, un peu aujourd'hui en utilisant les termes à la vogue. C'est un discours honoraire. Ce genre de discours, on les entend tout le temps dans les rentrées parlementaires. Mais nous espérons que cette fois-ci, effectivement,
la session budgétaire ne sera pas encore une sorte de séance de formalité, que cette fois-ci on va vraiment examiner les rubriques, surtout les rubriques sociales, hein, parce que la situation sociale de notre pays est catastrophique. Et aussi parce que les discours du Premier ministre avaient été plus un catalogue de déclarations d'intention qu'une action, comment un tableau d'exécution d'activités chiffré et un chronogramme. Alors, certainement, c'est au moment du budget qu'on va un peu savoir quels sont les axes prioritaires du chef de l'État, sa vision pour permettre au Congo d'émerger et de résoudre les problèmes de sa population. Maître Lubemba, le gouvernement Ilunga, Ilukamba a du pain sur la planche. On devrait attendre. En fait, tout le monde est curieux hein, pour connaître les chiffres, hein, les montants. Madame, vous savez, déjà notre programme était très clair. Les 15 piliers ont été très bien explicités. Alors, nous allons amener un budget conséquent. Il est vrai que c'est difficile. C'est de l'argent que nous devons mobiliser. Plus les 15 millions. C'est pourquoi nous demandons, bien sûr, que les 15 millions, nous devons attendre que la justice se prononce là-dessus. Respectons cette justice. Non, l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas la spéculation, cher confrère. Oh, mais vous avez dit que c'était dans le deuxième compte, non? Je suis en train de parler du budget, madame. J'ai dit, nous allons amener un budget conséquent. Parce que nous sommes dans l'obligation de respecter notre programme. Vous avez vu, un programme très ambitieux. Mais nous voulons aussi que chacun de nous puisse participer à la réalisation de ce programme. Nous ne voulons pas ces gens qui crient état de droit, mais qui ne veulent pas respecter les principes. Nous ne voulons pas les gens qui veulent que le gouvernement travaille mieux, qu'on réalise notre programme, mais ils ne veulent pas que nous puissions encadrer. Et d'ailleurs, pour apporter de l'eau à votre moulin, les membres de ce gouvernement Ilunga, Ilunkamba devraient s'entourer des personnes compétentes pour bien travailler. Mais alors, quand déjà l'UDPS impose les combattants dans les cabinets, comment ça va se passer? Madame, vous savez, à l'UDPS, tout le monde est combattant. Même Étienne Tshisekedi fut combattant. C'est pour autant qu'il était incompétent. Alors, le terme combattant ne signifie pas incompétent, madame. L'UDPS n'a juste émis qu'une ligne de conduite. Vous êtes ministre issu du parti. On commence par vous dire, il ne faut pas tomber dans ce que nous avons vécu dans les années dernières, où on voyait un cabinet composé de membres de famille. Puiser les compétences dans les partis. C'est tout à fait normal. L'UDPS a des cadres, l'UDPS a des membres très compétents qui vont faire partie des cabinets ministériels. Tout ce que nous évitons, c'est quoi? Qu'on retrouve un oncle, un frère, un ami, un compétent. Merci, maître. Oui, il y a la part. Oui, il faut équilibrer. C'est vrai que les risques, la dérive, c'est quoi? Nous sommes en train d'entrer dans une logique de patrimonialisation des partis sur l'État. Un ministre issu de l'UDPS ou de n'importe quel parti devient ministre de la République. Et ce qui m'a inquiété, au-delà de ces problèmes de quotas, c'est de voir un chef de parti, un secrétaire général de parti, convoquer des ministres, les faire asseoir et leur dire « vous allez signer tel document pour mettre tel quota des gens ». Non. Laissez-moi terminer. Purement du parti politique. Non. Il les convoque en tant que membre du parti politique. Pouvez-vous me laisser terminer? C'est ça la diversion. Ils sont ministres de la République. Et membres du parti. Nos ministres à nous. Pas seulement de leur parti. Ils sont ministres de la République démocratique du Congo. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est d'appliquer justement le programme du chef de l'État et du chef du gouvernement. Pour ce faire, ils doivent s'entourer des compétences partout où ils peuvent en trouver. C'est normal dans un cabinet politique qu'ils puissent évidemment satisfaire quelques membres de leur parti pour autant qu'ils répondent aux critères, mais ça ne peut pas être une obligation à telle enseigne qu'on leur impose un quota. Parce que vous n'allez pas dire que dans Ebola, vous allez trouver plusieurs docteurs Mouyembe uniquement dans un même parti politique. C'est juste impossible. Et c'est ça des choses qu'on ne doit pas tolérer, parce que la dérive, c'est quoi? C'est qu'on va maintenant laisser croire que l'État, c'est comme un butin de guerre, et les postes de l'État n'appartiennent qu'aux personnes appartenant au parti qui aujourd'hui dirige la République. Non, ils dirigent la République démocratique du Congo pour tous les Congolais. Ils ne peuvent pas s'en approprier comme un butin de guerre. Ça, c'est une dérive dangereuse, parce qu'un parti politique, même s'il a fait sortir des ministres, reste un fait privé. Alors que l'État nous appartient à tous, parce que c'est la chose publique, c'est la République. Merci, et ça, il faut créer cette mentalité. Maître Lubemba, vous partagez cet avis quand même? Non, je vais d'abord faire comprendre au confrère. Mais vous partagez quand même la vie. Pas totalement, confrère. Pas totalement. Seulement que
Peut-être parce qu'il va être dans un cabinet cash bientôt. Même si on devient ministre, on reste membre du parti politique. On reste membre de son parti politique. On reste membre de son organisation de la société civile, peut-être dans laquelle on était avant de devenir ministre. Bien entendu, mais pour les activités ministérielles. Il faut qu'on rentre dans l'esprit de cette ligne de conduite de l'UDPS. Non, entrons dans l'esprit de la Constitution. C'est que l'UDPS, l'esprit de la Constitution, bien sûr, et aussi, n'oublie pas que la formation politique, c'est aussi dans nos partis politiques. Oui, mais ça, ce sont des faits privés. Je tiens à vous dire ceci. Il faut que nous rentrions dans l'esprit de cette déclaration, chers confrères. Nous voulons éviter que nous puissions entourer des conseillers qui ne font que partie d'une seule famille. Nous avons même déjà vu, nous avons vécu dans ces pays. Mais la République n'est pas un butin de guerre qui n'appartienne qu'à des militants. Il y a des compétences dans nos partis politiques, il y a des compétences à gauche, à droite qu'on peut prendre, que se fier sur sa famille, que se fier sur ses amis incompétents. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons la réussite. Merci, Maître Très bien. Mais la réussite chez tous les Congolais. C'est la fin qui ne sont pas que dans vos partis. C'est la fin de ce 45 minutes. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Maître Thierry Loubemba de la coalition Cash. Merci d'être venu. Maître Hervé Diakessé de la société civile. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Très réciproque, madame. Et moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et au même endroit. Merci.